peu de gens réalisent à quel point leurs rêves sont accessibles. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie. Plus ton objectif est grandiose et plus ça demande une détermination infaillible. Je pense que la société dans laquelle on vit aujourd'hui émousse la détermination aussi. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École. C'est ce qui m'aide le plus. Et bonne écoute. Salut. Cyril Diabaté, bienvenue sur Nouvelle École. Merci de m'avoir invité. Non, je suis ravi de te recevoir. En plus, tu es le premier invité post-vacances là. Donc j'espère que je suis frais ou que je suis pas rouillé en tout cas. Bah écoute, moi, c'est pas post-vacances parce que je pars tout à l'heure. Ah, tu repars, ouais, c'est vrai. Je repars. Donc, je vais partir en Vendée, en famille. Encore, genre au calme? Au calme, ouais. Voilà, au bord de la mer. Tu fais quoi quand t'es au calme comme ça? Je profite de mes enfants, je vais voir des potes, je vais à la mer, je vais en forêt, je fais un peu des trucs de vieux. Tu continues à dire, est-ce que tu entretiens quand même ta condition physique toujours, ou est-ce qu'il y a des fois où tu fais des breaks? Alors, je fais des gros breaks maintenant parce que c'est vrai que depuis mes 18 ans jusqu'à mes 40 ans, j'étais à fond. Là, t'as 44, c'est ça? 44, je vais sur mes 45. Donc, j'étais à fond pendant un paquet d'années où j'étais, je vais pas dire une machine, mais bon, tu t'entraînes, tu manges bien, tu fais attention tout le temps, et au bout d'un moment, bon, on arrive à saturation. Donc là, aujourd'hui, je m'entretiens, je vais à la salle, je mets les gants avec mes élèves, mais c'est pas une obligation, alors que pendant 22 ans, ça a été une obligation. Ouais, on va parler de tout ça, parce que je vais quand même introduire ce que tu fais et ce que tu as fait. En fait, tu as été combattant de MMA assez longtemps. Donc, MMA, c'est Mixed Martial Arts. Ça veut dire finalement les arts martiaux mixtes. Donc, c'est une discipline qui est interdite en France. C'est un des seuls pays, je crois. Peut-être qu'il y a la Thaïlande aussi, un truc comme ça. Voilà, mais même la Thaïlande autorise les combats. Alors, c'est pas officiel, mais il y a des combats de MMA en Thaïlande. Mais alors, le MMA, donc c'est en plus le sport de combat finalement le plus populaire maintenant dans le monde. Ouais. Aux États-Unis, c'est le 5e ou 4e sport le plus regardé, derrière baseball, football américain, mais devant la boxe anglaise. Ouais. Donc c'est énorme. Toi, tu as été, en plus, tu as été dans l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship. Voilà, c'est ça. Qui est la ligue la plus prestigieuse de MMA. Voilà, c'est la Ligue 1 du MMA mondial. C'est là où il y a les. La Ligue des champions, quoi. Voilà. C'est là où il y a les meilleurs combattants, issus de toutes les disciplines qui se retrouvent et qui s'affrontent dans les règles du MMA. Et donc le MMA, c'est donc des arts martiaux mixtes il y a corps à corps, combat debout, combat au sol, qui vont mixer différentes disciplines. Et d'ailleurs, avant ça, toi, tu avais été plusieurs fois champion du monde de boxe thaï. Voilà. 4 fois, je crois. Hein. Alors, j'ai été champion du monde dans 4 fois champion du monde dans 4 styles différents. Alors, les gens font un raccourci, ils disent que j'ai été 4 fois champion du monde de boxe thaïlandaise, ce qui n'est pas vrai. En fait, j'ai toujours été attiré par différentes disciplines. J'ai toujours été attiré par les différents styles d'arts martiaux et de sports de combat. Et j'ai toujours... moi, je suis un passionné avant tout d'arts martiaux et sports de combat. Je vais pas dire que je suis un passionné de boxe thaï ou de MMA c'est l'ensemble des différents styles qui me passionnent. Pourquoi justement? Toi, t'es pas, parce qu'il y a plein de gens qui sont passionnés par un style, tu vois, qui vont faire de la boxe anglaise toute leur vie, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu voulais pas faire que de la boxe thaï, par exemple, ou... Moi, je pense que l'essence même des sports de combat ou des arts martiaux, c'est l'affrontement entre deux personnes, et c'est un challenge. C'est vraiment pour être d'une façon plus abstraite, c'est un combat contre soi-même. Donc, peu importe l'outil qu'on utilise, si on revient à l'essentiel, c'est toi, est-ce que tu es capable de combattre tes démons, de sortir le meilleur de toi-même, de te transcender pour aller chercher la victoire. Donc, que ça soit en boxe thaï,
en MMA, en kickboxing ou en boxe anglaise, c'est le même travail qui se fait à l'intérieur. Après, l'outil n'est pas le même. Mais voilà, donc moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était aussi de me confronter à différents adversaires de différents styles, dans différentes règles. Toujours avec cette recherche aussi d'efficacité. Moi, les sports que j'ai pratiqués, essentiellement, c'était des sports... Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis efficacité? Bah, l'efficacité dans les sports de combat ou les arts martiaux, c'est bête et méchant. Est-ce que je suis capable de mettre KO ou de battre mon adversaire ou de le dominer, en tout cas physiquement et tactiquement, en prenant le moins de dégâts possible. Voilà, c'est ça l'efficacité dans les sports de combat ou les arts martiaux. C'est pas faire des jolies figures, la recherche de l'esthétisme dans les arts martiaux et les sports de combat, c'est pas une obligation. Il y a des styles qui sont plus esthétiques que d'autres, mais moi j'ai jamais recherché l'esthétisme dans un style, j'ai toujours recherché l'efficacité. Pour moi, je trouve que l'efficacité c'est beau. Est-ce que justement dans cette recherche d'efficacité, est-ce qu'il y avait une envie, quelque chose au départ, que ça puisse te servir à te défendre, ou c'était pas du tout ça quand tu as commencé? Tu as commencé super jeune, tu as commencé vers 18 ans, c'est ça? Voilà, j'ai commencé à 18 ans. Non. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à t'y mettre autant à fond parce que 18 ans, c'est jeune pour commencer, mais en fait, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui commencent avant aussi, non? Ouais. Dans les sports de combat, les arts martiaux, surtout dans les arts martiaux, les gens commencent plus jeunes. J'ai commencé relativement tard, si on prend l'ensemble des sportifs de haut niveau dans ces disciplines. Mais ce qui m'a poussé à pratiquer, c'est j'ai eu une enfance, on va dire, un peu triste, où moi j'étais orphelin assez jeune. Tes deux parents? Alors mon père, il s'est cassé, il a quitté ma mère et moi quand ma mère a été diagnostiquée avec une tumeur au cerveau, et ma mère est décédée quand j'avais 14 ans. Donc je me suis retrouvé sans père et mère. Et t'as pas revu le père ensuite? Non, ça m'intéressait pas. Mais bon, voilà. Donc et puis j'ai été ballotté un petit peu de droite à gauche très très jeune dans mon enfance. Donc voilà, ça donne une. Attends, je sais pas si je peux te poser cette question, mais comment tu t'es débrouillé quand tu t'es retrouvé à 14 ans tout seul en fait? Alors j'avais ma grand-mère et ma tante qui pour faire un petit résumé, je suis parti en Angleterre parce que ma mère, quand elle a été diagnostiquée avec un cancer, en France, ils étaient en retard par rapport à l'Angleterre sur les traitements. Donc, elle est partie en Angleterre essayer de se faire soigner par ce qui se faisait de mieux. Et donc, à 6 ans, je l'ai rejoint. Et de 6 ans jusqu'à son décès, quand j'avais 14 ans, voilà, j'ai vécu en Angleterre avec ma mère. Ensuite, je suis rentré à 14 ans en France. D'ailleurs, je parlais plus français. Et je suis parti vivre avec ma grand-mère. Donc, tout ça pour un petit peu un résumé de mon enfance. Moi, voilà, ça a été une enfance un peu chaotique, un peu triste, enfin carrément triste. C'était comment toi? C'était quoi ton état d'esprit après, en fin d'adolescence? Alors, mon état d'esprit, c'est... j'avais une colère, j'avais une rage, j'en voulais énormément je sais pas qui d'ailleurs, mais voilà, c'était une rage. C'est aussi pour ça que j'avais besoin d'un exutoire, j'avais besoin des sports de combat pour sortir cette rage. Donc en même temps, j'ai commencé le rap parce que je pense que c'est un moyen d'expression de plein de choses. Les rappeurs ont une mauvaise presse, mais en fait, les rappeurs expriment quelque chose, un mal-être, tu vois. Et donc, moi, quand je suis arrivé à 14 ans en France et que j'avais cette rage en moi, j'ai naturellement été attiré par plusieurs choses. Le rap pour exprimer, et puis une autre façon d'exprimer aussi, c'était physiquement, et c'était les sports de combat. Donc, j'ai commencé à 18 ans parce que ma grand-mère voulait pas que... Ah oui, c'est ça. Elle voulait pas que je fasse des sports de combat. Donc, j'ai attendu mes 18 ans pour pouvoir commencer la boxe pied-point. Et quand tu as commencé, ça t'a plu directement? Ouais, directement en première séance.
J'ai su que c'était ça que je voulais faire. Et d'ailleurs, mon entraîneur, parce que je pense que un bon entraîneur, il voit différents profils psychologiques, il voit qu'il a affaire en face de lui. Et il a dû voir en moi, d'ailleurs, il me l'a dit d'ailleurs, mais il a vu en moi quelque chose qu'il y avait pas forcément chez les autres sportifs. C'est une rage. Lui, il avait dit l'œil du tigre parce que bon, c'était à l'époque De Rocky. Mais voilà, c'est ça. Il y a un truc qui habite certains sportifs que tu vas pas retrouver chez tout le monde. Et ça, toi, tu le sens maintenant? Parce que maintenant, tu Ouais, entraînes des jeunes, tu le vois complètement, chez certains, tu vois des. ouais. Ouais. Comment tu le décèles? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu vois ça, en fait, dans l'attitude de la personne ou... Je pense que c'est une attitude, c'est un regard, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un de profondément déterminé, euh, tu le ressens, tu vois, c'est son discours, c'est son attitude, c'est comment il s'exprime. Mais c'est quoi alors la différence? C'est quoi les détails qui vont faire la différence entre quelqu'un de profondément déterminé et quelqu'un qui est juste, disons, déterminé, tu vois? Euh, Aujourd'hui, en tant que coach, j'ai du mal à trouver des sportifs qui soient profondément déterminés. Je pense que la société dans laquelle on vit aujourd'hui émousse la détermination. Euh, on vit dans un confort ou peut-être une simulation de confort qui nous, qui nous, euh, qui nous tient loin de nos rêves et que des gens qui ont un talent, qui ont un potentiel, sont tenus loin de leurs rêves parce qu'on la société dans laquelle on vit aujourd'hui nous conforte dans un espèce de je sais pas de je sais pas d'un bien-être virtuel. En fait, moi quand j'ai commencé les sports de combat, c'était une évidence pour moi et dès le début, j'ai dit c'est ça que je veux faire et je veux être champion du monde. Et je pense que quand tu parles avec des sportifs de haut niveau qui ont dominé vraiment leur discipline, qui ont fait des belles performances, des belles carrières, il y a toujours ce truc-là à la base. La fondation de la carrière réussie d'un sportif, c'est sa détermination. C'est pas son talent, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément talentueux, mais avec la détermination vont augmenter leur performance. Et donc voilà, c'est une détermination. Si tu lis la biographie de Michael Jordan, qui dit qu'il a été refusé par son coach plusieurs fois avant d'être accepté dans l'équipe 1, et qu'ensuite, voilà, ça a été des entraînements quand tout le monde allait au vestiaire prendre sa douche, bah, lui, il restait sur le terrain pour aller faire des shoots ou des jump shoots ou je sais pas quoi. Voilà, je pense que l'excellence dans le sport passe forcément par une grosse détermination, une détermination hors norme. Et aujourd'hui, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui flattent ton ego, Tu penses que ça joue un rôle négatif, les réseaux sociaux? bien sûr, complètement. Ouais. Au niveau de la dispersion, de la déconcentration, ou est-ce que c'est autre chose? Bah, je pense que ça, quand je parlais d'émousser, tu vois, c'est exactement ça. Ça émousse ta rage, ça émousse ta détermination parce que ça te donne un espèce de confort, une espèce de reconnaissance du public c'est de la branlette, quoi. Tu vois, tu étais là, tu postes une belle photo de toi avec des gants de boxe ou je sais pas quoi, et tout de suite, tu as, je sais pas moi, 90 likes, tu te masturbes. Tu te masturbes sur tes 90 likes, tu es content et tout ça. Il y a des gens qui. Et puis tu vas avoir un petit message d'une meuf qui va te dire ah, qu'est-ce que t'es beau, t'as des beaux abdos et tout ça. Et ben, ça flatte ton ego. Alors que quand t'avais pas tout ça, quand tu voulais une vraie reconnaissance, c'est-à-dire tu as été chercher ta ceinture de champion du monde, tu as des gens qui vont acheter, qui vont faire la démarche d'acheter un magazine pour te voir dedans, pour avoir tes news et tout ça. Quelque part, c'est une récompense qui est justifiée, tu vois. Alors que maintenant, avec les réseaux sociaux,
n'importe qui peut être la star d'Instagram, de Facebook, de je sais pas quoi. En plus d'être une perte de temps ou de concentration, parce que je pensais à un truc tout à l'heure, je me disais, quand toi tu as commencé à t'entraîner et que tu allais à la salle et que tu restais, je sais pas, la journée, tu faisais pas de pause Instagram en fait. Non. Alors, c'est ce que je reproche aussi à certains de mes sportifs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je me compare à eux, à leur âge, effectivement, ça n'existait pas les réseaux sociaux, donc j'avais pas cette tentation de vouloir me masturber avec mes photos, mes Snapchat, donc j'avais pas cette tentation. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi de rester focus sur mon objectif. C'était plus facile pour moi de rester déter. Mais quelqu'un d'aujourd'hui qui a 25 ans, qui est un sportif de haut niveau, il va être là en pleine séance, il va prendre son portable qui est à portée de main, il va Snapchatter, il va poster sur Instagram, et ça déconcentre. Tu perds pendant un court instant l'objectif de vue, d'accord? Et ta détermination, elle est plus constante. Ton chemin vers ton objectif, il est plus constant. Il est interrompu. Donc forcément, il est moins intense. Voilà, c'est comme ça que je vois le... Tu veux dire que la difficulté, c'est aussi de maintenir la concentration et le focus tout le temps, parce que chaque petite déviation, en fait, ça s'accumule, c'est ça en quelque sorte? Ouais, voilà. Je pense que quand on a un objectif, et plus l'objectif est grandiose, par exemple la finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques, tu veux la médaille d'or, plus ton objectif est grandiose et plus ça demande une détermination infaillible, un mode de vie sans égard, donc un cheminement vers ton objectif qui est vraiment droit, le plus droit possible, le plus solide possible. Et que dès qu'il y a un petit truc qui va te détourner de ce chemin, et bah ton chemin, tu vas y arriver moins facilement. Enfin, c'est jamais facile. Ouais. C'est dur à exprimer. Non, mais je comprends. Est-ce que c'est quoi les choses qui vont avoir tendance à te détourner de ton chemin? Parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux. Il y a le chat qui te... Ouais. Parce que maintenant, il y a les... Tu veux que je le prenne? Non, ça va. Parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux, mais avant, il y avait aussi d'autres trucs. Est-ce que toi, quand tu as commencé, est-ce qu'il n'y avait pas des forces qui essayaient toi aussi de te tirer hors de ta détermination? Si, il y a toujours... ça a toujours existé. Je veux dire, par exemple, quand j'avais 18 ans ou 19 ans ou 20 ans, où tu commences à sortir, où tu commences à sortir, où t'as les sorties, t'as les meufs qui sont là comme distraction, et que tes potes te disent bon bah c'est vendredi soir, ils disent bon bah on sort, on va en boîte à tel endroit, et que toi t'es là et tu dis non, je sais pas moi, j'ai une piste, j'ai dû fractionner demain tôt, je peux pas y aller. C'est forcément une tentation d'aller quand même en boîte avec tes potes et tout ça. Maintenant, ça, c'est une distraction, mais les réseaux sociaux, c'est présent tous les jours, c'est présent toute la journée. Tu as toujours cette tentation de faire un beau profil, un beau selfie, tu es dans ta salle, tu as fait tes pompes, tu as envie de te prendre en selfie avec les pecs saillants et la sueur qui dégouline. Et ça devient ensuite une routine. C'est-à-dire que ton entraînement, il va être entrecoupé de petites sessions. C'est ça, moi, que je remarque. Parce que, tu vois, quand je fais des choses et que je m'y mets, et je m'y mets avec détermination en me disant, bon, allez, j'ai des objectifs à atteindre. Ouais. En fait, ce que je fais maintenant, c'est quand même assez poussé. C'est-à-dire que j'ai acheté une boîte avec un minuteur dessus dans laquelle je fous mon téléphone. D'accord. Et je la mets genre 12 heures. Et comme ça, j'ai pas mon téléphone pendant 12 heures. D'accord. Et en fait, ça, je le fais, mais je peux le faire que quand je sais qu'il y a personne qui doit m'appeler de trucs importants, etc. Ouais. Quand je le fais pas, je vais forcément, à un moment donné, même si j'arrive à résister et tout, à un moment donné, quelqu'un va m'appeler, je vais prendre mon téléphone. Et là, je vais aller sur Instagram. Tu vois, parce que je viens de finir un appel. Un truc. Ouais. Et là, je vais peut-être perdre que 1 minute,
mais c'est comme si j'avais entamé un genre de capital et du coup, 1 heure et demie après, je vais reprendre Instagram. Tu vois. Ah ouais. Et là, j'ai passé 3-4 minutes, tu vois. Ah ouais. Et en fait, j'en arrive à un stade où maintenant, j'ai supprimé tous les autres réseaux et je me sers encore de ça parce que, par exemple, tu vois, avec Nouvelle École, je communique sur Instagram Ouais. et finalement, ça marche bien. Ça aide le truc. Bien sûr. Mais j'en arrive à un stade où je pense, me demande même si je vais pas vraiment complètement tout supprimer et voire repasser au téléphone portable de dealer, quoi. Et parce que je trouve que ça, en fait, ça a l'air de rien, ça a l'air anodin, mais ça empiète trop sur faire du travail vraiment qualitatif, quoi, je trouve. Alors, ça dépend ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de ton métier déjà. Ça dépend si vraiment les réseaux sociaux peuvent aider au développement de ton métier. Ça dépend aussi combien de temps tu passes. Parce que entre le mec qui passe 1 heure sur les réseaux sociaux et qui est efficace, qui arrive à être productif sur les réseaux sociaux et qui arrive à faire quelque chose de concret, ou le mec qui passe 4 heures par jour et qui fait de la branlette, tu vois, qui est de l'auto-satisfaction, il y a une grosse différence. Moi, je passe énormément de temps sur Facebook, par exemple, où j'aime bien polémiquer, débattre et tout ça, et faire des échanges d'idées. Mais j'ai pas les mêmes objectifs que j'avais il y a 20 ans. Ouais, est-ce que si tu avais eu 20 ans et que tu voulais devenir champion du monde et que tu avais vu ce truc-là, Ouais. tu l'aurais coupé, tu penses? Je pense que oui, parce que j'avais je pense parce que j'avais encore une fois cette détermination. Pour moi, il y avait un objectif, c'était être champion du monde. Donc ça, c'est hyper important. Quel est l'objectif Voilà. pour toi? Ouais. C'est limite, ton objectif, il est clair et c'est toujours ce que tu te rappelles pour avancer, en fait. Alors, c'est ça c'est ce que je dis aussi à mes sportifs. C'est-à-dire que faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Si ton objectif, c'est devenir champion du monde de telle ou telle discipline ou gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques, peu importe. Mais plus ton objectif est dur à atteindre, quelque chose d'exceptionnel, de grandiose, d'extraordinaire, plus tu vas devoir avoir une vie qui est vraiment focalisée sur l'obtention de cet objectif. Tu peux pas te permettre d'avoir des diversions, des distractions dans tous les sens. Parce qu'à un moment donné, tu vas perdre tellement d'énergie, tellement de temps dans ces distractions que ton objectif, qui est déjà dur à atteindre en temps normal, il va être quasiment impossible. Donc, quand ton objectif, c'est d'être... je veux pas insulter qui que ce soit, mais ton objectif, c'est d'être le meilleur facteur de ta poste de quartier, eh ben, ça te demande pas les mêmes sacrifices, la même détermination, le même focus que si tu es sprinter et tu veux gagner la médaille d'or du sprint aux Jeux Olympiques. Oui, encore que tous les buts finalement sont relatifs aux personnes qui les entreprennent. Tu vois, par exemple, mettons, prenons l'exemple de quelqu'un qui voudrait faire un film, un long métrage. Ouais. S'il a jamais fait de film, pour lui, c'est peut-être aussi difficile dans sa tête que de devenir champion olympique. Donc en fait, peut-être qu'il faut qu'il s'applique la même discipline un peu, tu vois. Encore une fois, tout dépend de l'objectif. Plus il est grandiose, plus il est extraordinaire, et plus ça va te demander d'être vraiment le plus parfait possible. Ouais, en gros, quand tu veux devenir champion du monde de boxe thaï ou quoi que ce soit, c'est pas de distraction et pas d'excuses. Le moins possible. C'était quoi alors ta vie quand tu étais, mettons, quand tu avais la vingtaine et que tu essayais de devenir champion du monde? Bah, j'étais déterminé. Alors, je faisais pas forcément tout bien parce que j'avais pas le savoir que j'ai aujourd'hui. Ah bah tiens, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que tu faisais pas bien selon toi avec le recul? Alors, les régimes, tout ça, l'alimentation, j'étais à l'ouest parce que premièrement, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet aujourd'hui. On a l'encyclopédie le plus vaste de l'histoire de l'humanité à portée de clic, à portée de main. Et les gens s'en rendent pas compte. Ils préfèrent passer leur temps justement sur les réseaux sociaux, encore une fois, qui détournent l'attention. Et alors qu'on a le savoir, un puits de savoir presque inépuisable à portée de main.
Et on peut tout trouver aujourd'hui sur Internet. Et plus on sillonne Internet, plus on surfe sur Internet, et plus on est capable de trouver les bonnes infos des mauvaises. Tout le monde dit, ouais, mais t'as vu, sur Internet, on peut tout trouver, de la merde. En vrai, si t'es habitué, c'est vrai que tu vois ce qui est bien. Exactement. Au bout d'un moment, tu as les outils pour savoir analyser, critiquer, être ton propre critique, pour savoir est-ce que cette information est bonne ou mauvaise, ou quel pourcentage de bon et de mauvais. Donc, plus on surfe sur Internet. Parce qu'un mec qui a pas l'habitude de surfer sur Internet, il n'a pas ses outils, donc il va prendre la mauvaise info comme la bonne, et il va pas faire la différence. Aujourd'hui, si j'avais 20 ans aujourd'hui et que j'avais la détermination que j'avais à 20 ans, ça serait facile pour moi. Ça serait facile pour moi de faire un bon régime, de faire d'avoir un bon protocole. Ce serait quoi un bon régime, par exemple, là? Alors, beaucoup moins de produits animaux déjà, beaucoup moins de sucre, beaucoup moins de produits transformés. Donc surtout des légumes et des... Voilà, beaucoup de légumes, beaucoup de trucs qu'on achète au marché et pas au supermarché. Et puis cuisiner moi-même plutôt que d'acheter des barquettes ou des boîtes de conserve. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, je pense parfois l'argument c'est que cuisiner ça prend du temps, tu sais. Les gens ont l'impression qu'ils vont perdre du temps s'ils cuisinent. Alors, si tu es un sportif de haut niveau, et que ton temps, il est le seul temps qui t'importe, c'est le temps qui te sépare de ton objectif, cuisiner toi-même, ça va t'amener à ton objectif plus rapidement. Tu vois? Parce que manger des boîtes de conserve, manger des paquets, tes performances, elles vont pas être aussi bonnes. Tu risques plus de te blesser que si tu mangeais sainement. Tu vois, c'est un tout. C'est pas à court et à moyen terme. Oui, mettre un truc dans un micro-ondes, c'est plus facile, c'est plus rapide. Mais à long terme, si on regarde l'ensemble de ta préparation pour atteindre ton objectif, c'est de manger sainement qui va raccourcir le temps. Tu comprends? Ça, c'est un truc que tu gardes en tête, que tu avais moins en tête à l'époque, le côté long terme? Ouais, complètement. Hein. Ouais. Quand tu es jeune, tu as 20 ans, tu veux y aller le plus vite possible. Tu veux y aller le plus vite possible. Parce que tu as commencé la compète direct, non? Tu as fait le premier combat, genre 3 mois après ton premier cours, un truc comme ça? Exactement, ouais. Donc moi, j'ai commencé, j'avais 18 ans, et 3 mois après, je faisais mon premier combat. Et j'étais, comme je te dis, j'étais déterminé. Et il faut savoir que entre mon premier cours et mon premier combat, j'étais à la salle tous les jours, et je demandais tous les jours à mon entraîneur quand est-ce que je combats. Donc en fait, presque la première étape, j'ai l'impression, c'est, tu sais, si tu cherches une discipline dans laquelle tu peux exceller ou dans laquelle vraiment tu vas te plaire, c'est presque de trouver cet endroit où tu as cette détermination, presque qui vient naturellement, parce que toi, elle était naturelle, cette détermination, non? T'aurais... Ouais, alors, j'en parlais tout à l'heure, faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Faut être capable de mettre son ego de côté de temps en temps, et de faire une introspection, de savoir de quoi on est capable déjà, premièrement, de quoi on est sûr et qu'est-ce qu'on veut. Parce que j'ai plein de sportifs qui viennent dans ma salle et qui me disent en début de saison, voilà, je veux m'inscrire chez toi, je veux combattre, je suis déterminé, je veux aller à l'UFC. Mais très vite, à l'entraînement, on voit que le mec, finalement, c'est que des paroles, parce que les sacrifices nécessaires à y aller, le style de vie qu'il faut pour y aller, tous ces trucs-là sont complètement... le mec, il est complètement à côté de ses ponts, quoi. Il pense que c'est en ayant une vie, on va dire, normale, entre guillemets, qui va arriver... Tu veux dire équilibré, c'est ça? Pas équilibré, mais la vie de monsieur tout le monde. La vie de monsieur tout le monde. La vie de monsieur tout le monde ne va pas te permettre d'arriver à combattre à l'UFC. C'est quelle vie? Alors, tu leur dis quoi, justement? Quand quelqu'un t'arrive... Moi, si j'arrive dans ton club, bon, moi, ça m'étonnerait que j'arrive te dire je veux être à l'UFC, parce que tu vois. Ouais. Mais si j'arrive et que je te disais ça, tu me dirais quoi? Je leur dis pratiquement tous la même chose. Ça dépend que de toi. Ça dépend que de toi. Ça dépend pas de...
de ton talent, tes aptitudes physiques, tu sais, dans n'importe quelle discipline, on a prouvé maintes et maintes fois qu'un mec moyennement talentueux pouvait y arriver juste avec de la détermination. Donc, si tu arrives dans mon club et que, allez, tu as 2 bras, 2 jambes, une tête, et que, par contre, tu as une détermination sans limite, je préfère ça, à la limite, je préfère ça que le mec qui est super doué, qui arrive et qui me dit ouais, je vais tout casser, tout ça, et qui est pas capable de faire tous les sacrifices nécessaires. Et les sacrifices nécessaires, c'est quoi? Alors, c'est tous les jours à la salle, pas sortir? C'est pas forcément tous les jours à la salle. C'est écouter déjà écouter des gens compétents. C'est déjà bien choisir son entourage. Et l'entourage, c'est pas que le coach, c'est aussi sa meuf, c'est aussi les gens qu'il y a autour, c'est aussi. Ça, souvent, ça va impacter les sportifs ou les gens que t'entraînes. Bien sûr. L'entourage est un facteur primordial dans la réussite dans une carrière sportive. Et c'est quoi un bon entourage? Ou alors, peut-être dans l'autre sens, c'est quoi un mauvais entourage, tu vois, mais... Je peux te parler d'exemples concrets. Un mauvais entourage, c'est une gonzesse qui est là, plutôt que de te booster, plutôt que d'être une force positive dans ta vie, va être un boulet, va te retenir, va te dire, va te rabaisser, va te faire perdre confiance en toi. Avec laquelle tu vas te chamailler tout le temps, donc perte d'énergie, perte de temps, voilà, ces personnes-là, c'est des personnes qui sont néfastes. Et encore une fois, plus ton objectif est grandiose, extraordinaire, et plus tu as besoin de quelqu'un de positif à tes côtés. Ce que je dis tout le temps à mes sportifs, vous me voyez, je sais pas moi, 3 ou 4 heures dans la journée. Votre gonzesse, vous la voyez, je sais pas moi, 16 heures par jour, ou 8 heures, ou 10 heures par jour. En termes de temps, vous passez beaucoup plus de temps avec votre compagne qu'avec votre entraîneur. Donc, cette personne-là est au moins aussi importante dans votre réussite sportive que votre entraîneur. D'accord ? Et ça peut être ça peut être le cas pour plein de trucs. Par exemple, si un sportif il n'est pas encore professionnel, donc il travaille à mi-temps, le patron, son équipe avec laquelle il travaille, c'est aussi important. S'il est entouré de connards qui lui bouffent l'énergie tous les jours, ou s'il a un patron qui lui bouffe la tête tous les jours, ça peut être aussi une force négative qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Et ça, comment ils font pour... Tu les aides à s'en rendre compte ou tu les laisses juste gérer? Parce que j'imagine que tu dois le voir direct quand tu as des élèves qui ont des entourages néfastes ou des choses comme ça. Non, tu le sais pas forcément. Tu le sais pas forcément parce qu'encore une fois, je suis le coach. Je vois mon sportif 3-4 heures par jour. Je sais pas ce qu'il fait en dehors, moi. À moins qu'il m'ait invité chez lui un jour ou qu'on ait passé des vacances ensemble ou qu'on soit parti en compétition et qu'il y a une interaction avec la maison à ce moment-là. Je suis pas forcément au courant de ce qui se passe chez lui ou à quel point c'est bon ou mauvais. Donc on n'est pas forcément au courant. Tu vois, j'ai un sportif qui est très fort. Il a une situation chez lui qui est, on va dire, chaotique parce que ça se bagarre tout le temps. Ça, je l'ai su des années après. Et je sais aujourd'hui que s'il n'est pas là où il devrait être au niveau sportif, il y a une part de ça. Souvent, c'est même encore plus que les relations amoureuses, c'est même la famille proche. Ou moi, j'ai pas mal de gens qui m'écrivent des emails qui me disent que ils aimeraient bien faire ci ou ça, mais que leurs parents veulent pas, ou des trucs comme ça, tu vois. Moi, je leur donne de mauvais conseils, je leur dis toujours de déménager, mais... non, j'aurais parce que tu parles en tant que passionné. C'est pour ça. Quand tu es passionné, la question ne se pose même pas. Quand tu es passionné et que viscéralement, c'est quelque chose qui te fait vivre. Ça peut être la musique, ça peut être un podcast, ça peut être le sport, peu importe.
quand tu es passionné, la passion, c'est quoi? Ça vient du cœur, ça vient de quelque chose qui est viscéral pour toi. Tu as besoin de cette chose-là pour vivre. Donc, la question pour des passionnés, elle ne se pose pas. Si il faut déménager, tu vas déménager. Si tu dois démissionner, tu vas démissionner. Si tu dois quitter, tu vas quitter. Il n'y a pas de problème. Le problème est quand tu n'es pas forcément passionné, quand tu sais pas trop ce que tu veux. Trouver cette passion, voilà, justement. exactement. Quand tu sais pas trop ce que tu veux faire de ta vie, quand ça t'attire mais c'est pas ta passion, voilà, cet état un peu entre deux états qui est problématique. Et aujourd'hui, encore une fois, j'en reviens toujours, mais la société dans laquelle on vit aujourd'hui, avec les divertissements, avec les distractions, avec les tentations, elle te maintient dans un état entre deux états. Tu sais pas trop ce que tu veux faire de ta vie. Tu arrives, tu sors du lycée. Ah, bah, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Tu sais pas. Tu sais pas si tu veux aller poursuivre des études supérieures. Tu sais pas si tu veux rentrer dans la vie active tout de suite. Est-ce que je vais faire comme mon pote et je vais devenir Uber? Il gagne assez bien sa vie. Et puis après, tu rentres dans un. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une théorie là-dessus. Surtout à Paris. Moi, j'ai grandi en province. Ouais. Et après, j'ai fait une école de commerce à Paris. Et maintenant, je vois vraiment, je me dis, en fait, je vois vraiment beaucoup de gens et des potes à moi qui disent qu'ils aimeraient faire des choses, tu vois, ou qui veulent faire des choses, qui ont vraiment des rêves, je pense. Et en fait, je pense que si tous ces gens acceptaient de baisser leur niveau de vie, de le diviser par 2, ils les feraient, en fait, leur Bien rêve. sûr. Et en fait, Bien sûr. comme tout le monde veut gagner assez pour avoir une vie, c'est-à-dire vraiment cool à Paris, qui est... Pour pouvoir acheter le dernier iPhone. Ouais, machin, où tu vas au bar truc. quand tu veux, tu vas au resto quand tu veux et tout. Bah, du coup, tu es obligé de travailler pour des choses qui sont pas les choses que vraiment tu veux faire. Ouais. Et en fait, tu t'enfermes parce que tu peux plus sortir ensuite. Ouais. J'en reviens encore une fois à l'objectif. J'en reviens toujours à l'objectif. Si tu as un objectif en tête, tu es capable de faire tous les sacrifices nécessaires. Je prends mon exemple. À un moment donné, j'étais déjà titré. J'avais déjà plusieurs titres de champion du monde. Et on m'a démarché, une compagnie de protection rapprochée qui m'a démarché sur Paris, qui était spécialisée dans le Moyen-Orient. Et ils m'ont proposé de gagner énormément d'argent en travaillant pour les pays du Golfe en tant que garde du corps. Comme je parle couramment l'anglais, c'était facile pour moi. Avec mon CV en plus de champion du monde, ils pouvaient me vendre très cher parce qu'il y avait cette demande-là à cette époque-là de combattants titrés et tout ça. Et à l'époque, je gagnais très mal ma vie en tant que sportif de haut niveau. T'avais quel âge environ là? C'est au moins il y a. T'avais genre la trentaine, un truc comme ça. Quand tu dis que tu gagnais mal ta vie, ça veut dire quoi en fait? Tu gagnais genre dans... Je sais pas combien je gagnais à l'époque, mais je gagnais vraiment pas beaucoup, tu vois. Ouais. J'avais les combats, ils étaient vachement étalés. J'avais pas des combats réguliers. Donc, il y a des moments, à ce moment-là, dans ma vie, où je gagnais vraiment pas bien ma vie, où je mangeais du riz blanc, tu vois. Ouais. Et là, on me proposait de gagner énormément d'argent. En faisant pas grand-chose, en fait. Quand tu es garde du corps, voilà, tu es debout, tu es à côté de la personne, tu es plutôt un poteau qu'autre chose. Et on proposait de gagner énormément ma vie, et j'ai dit non, je préfère continuer à vivre, à manger du riz blanc, à poursuivre mon objectif, qui était combattre au Pride et à l'UFC dans les grosses organisations, plutôt que de bien gagner ma vie. Donc ça, c'était facile pour moi. Parce qu'il y avait la clarté d'objectif. Voilà, exactement. Donc en fait, c'est presque dans tout ce que tu dis, à chaque fois ça revient en premier, c'est presque la première étape, quoi. Est-ce que tu arrives à avoir un objectif clair et où tu es certain que c'est ce que tu veux, en fait. Ouais. La première... Et c'est dur aujourd'hui, tu vois, pour un jeune d'aujourd'hui, c'est dur ça. C'est dur parce que il y a tellement de trucs, il y a tellement de tentations à droite, à gauche. Et puis aussi, est-ce que tu n'es pas tenté maintenant d'avoir un objectif, mais qui n'est pas un objectif que tu contrôles? Par exemple, je pourrais te dire, mon objectif avec ce podcast, c'est qu'il y ait 1 million de personnes qui l'écoutent. Mais en fait, je ne le contrôle pas trop, ça. Est-ce que je pourrais... Enfin, tu vois, je pense que tu... Est-ce que je peux pas plutôt dire, mon objectif, c'est de faire 100 épisodes, par exemple? Moi, je pense que...
tu le contrôles. Si tu peux le contrôler, tu peux le contrôler. Si tu connais, si t'as étudié le sujet et que tu as étudié le sujet, tu sais, tu as étudié les podcasts qui marchent, du Ouais, je peux tonnerre et tout activer ça. les bons leviers Voilà, pour exactement. arriver là. Mais toujours est-il que c'est peut-être pas le bon exemple, tu vois, mais j'ai l'impression que ça se contrôle moins que de dire je veux faire tant d'épisodes, parce que je pense que si je fais tant d'épisodes, d'ailleurs, il y aura tant de millions d'écoutes. Ou alors, je veux interviewer telle et telle personne, tu vois. J'ai l'impression que c'est des objectifs que je contrôle plus que par exemple le nombre d'abonnés que j'ai ou le nombre de, tu vois. Alors, je pense que plus ton objectif il est grandiose, il est extraordinaire, et moins tu contrôles les choses. Ouais. Tu vois, sinon tout le monde chercherait à l'atteindre. Mm. C'est quelque chose. C'est justement parce qu'il y a des paramètres qui dépendent pas forcément que de toi que l'objectif il est si exceptionnel. Tu vois. Maintenant, je pense aussi qu'avec, enfin moi j'en reviens toujours à la même chose, c'est la détermination. Tu vois. Ouais. Si quand tu es déterminé, que bon, tu as un cerveau qui fonctionne plus ou moins bien et que tu sais ce que tu veux et tu as un objectif qui est clair dans ta tête, voilà, c'est la détermination qui va faire la diff. Est-ce que tu penses que, tu sais, on a parlé de l'époque et du confort et des distractions. Est-ce que tu penses que ça a aussi émoussé le fait d'avoir toutes les informations disponibles en instantané et aussi tous les réseaux sociaux et de voir la réussite, par exemple, de manière instantanée aussi? Est-ce que tu penses que ça a émoussé la patience aussi des gens? Ouais, complètement. Euh, Parce que je voulais juste dire, toi, je crois que tu as commencé à combattre en MMA en 99, avant ça, ouais, un peu avant, et que tu es ouais, entré en UFC en 2010, un truc comme ça, ou un peu ouais, 2010, ouais, 2010. exact, ouais, Donc ouais. en fait, il y a 10 ans avant d'arriver dans la ligue la plus prestigieuse. Ouais. Donc bah, je veux dire, il faut quand même, si ton objectif à l'époque, je sais même pas si c'était celui-là, mais c'était peut-être celui-là d'entrer à l'UFC, Ouais. et ben ça veut dire qu'il y a eu 10 ans de travail entre-temps pour arriver dans la ligue la plus prestigieuse. Ouais. Euh, il faut que la patience, soit au service de la détermination et inversement. Euh, Si on a des pics de détermination et qu'après ça retombe et puis après ça remonte, après ça retombe, tu vas pas avoir dans la durée, tu vas pas avoir une détermination qui va perdurer. Maintenant, il faut essayer, et ça pour moi, j'utilise mon cas comme exemple, mais j'ai maintenu cette détermination avec énormément de visualisation. Euh, Essayer de s'imaginer en tant que champion du monde. Avant que je sois champion du monde, je m'imaginais en tant que champion du monde. Je voyais ma vie en tant que champion du monde. J'imaginais mon état d'esprit en tant que champion du monde. Est-ce que tu vivais un peu déjà comme un champion du monde ou aussi Non, dans le sens non, je vivais comme un mec qui voulait être champion du monde. D'accord. Mais j'imaginais ce que ça allait être d'être champion du monde. J'imagine et je l'imaginais tellement de façon précise que quand j'ai été champion du monde, j'ai été choqué du manque de changement. Tu vois, Tu pensais qu'il allait y avoir quoi comme bah, changement? je sais pas, t'allais transformer, péter des boules de feu, je sais pas moi, mais en tout cas, j'ai combattu, je fais mon championnat du monde, d'accord? Je gagne la ceinture. Euh, donc je suis fier, on fait la fête et tout ça, machin. Je rentre, je vais dans ma chambre et je suis devant mon miroir et je me mets en short et je mets ma ceinture autour de la taille et je fais des poses devant le miroir. D'accord? Et, euh, et je flatte mon ego, je suis content, je suis beau, j'ai des abdos, j'ai la ceinture et tout ça. Je prends la ceinture, je la mets sur l'étagère et je me couche avec le sourire aux lèvres. Je me réveille le lendemain matin et la première sensation que j'ai, c'est wow, c'est quoi, c'est bizarre et tout. Je suis exactement comme hier. Je suis exactement comme hier, je suis exactement comme avant-hier. Il n'y a rien qui a changé. Tu vois?
Et c'est une sensation qui était vraiment chelou parce que forcément, tu n'as pas l'habitude. Mais ça m'a marqué. C'est-à-dire le lendemain, au réveil, je me dis, mais c'est bizarre. Je pensais que parce que tu as visualisé tellement de choses dans ta tête, tellement de trucs. Ça t'a pas un peu déprimé du coup? Non, pas du tout. Parce que instantanément, après cette sensation, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Et la réponse évidente, c'est, il me faut un autre titre. D'accord? Donc après la ceinture que j'avais posée sur l'étagère, je l'ai oubliée pendant je sais pas combien de temps. Elle est ressortie de temps en temps. J'étais obligé de la dépoussiérer pour aller faire des séances photos avec ma ceinture de champion du monde. Mais elle retournait sur l'étagère et elle reprenait de la poussière jusqu'à la prochaine séance photo. Et en fait, il y a une autre ceinture qui s'est rajoutée sur l'étagère, un autre trophée, ainsi de suite. Et puis au bout d'un moment, j'avais une étagère plein de trophées, plein de ceintures qui prenaient de la poussière. Et en fait, tu trouves toujours un objectif, tu trouves toujours un truc à faire après. Ouais, si la discipline dans laquelle tu es est la discipline vraiment qui te correspond, en fait. Parce que là, on voit que l'objectif, il est hyper important. Ouais. Parce qu'il te permet de continuer à toujours faire cette discipline que tu aimes à fond. Mais tu sais, ça me fait penser peut-être parfois tu peux te tromper d'objectif, ça me fait penser aux histoires de gens qui vendent leur boîte et qui deviennent genre millionnaires et qui se réveillent le lendemain et qui font comme toi et qui se disent mais en fait il n'y a rien qui a changé et eux ça les rend super malheureux. Ah ouais, Non, alors quand t'es passionné, non. Quand bah t'es passionné, non, ça te rend pas malheureux. Ça te rend pas malheureux. Ça te rend juste ouais, bah vas-y, maintenant je vais changer. J'ai un autre truc qui me pousse vers l'avant. Non, mais c'est ça, parce que t'aimes le truc que tu fais au quotidien. Ouais. Je pense l'erreur enfin, a priori, l'erreur quand tu deviens millionnaire et que tu deviens malheureux, c'est qu'en fait, tu te rends peut-être compte que tout ce que tu as fait jusqu'à devenir millionnaire, c'était pas vraiment ce que tu voulais faire et c'était pas vraiment ce qui te passionnait, en fait. Ouais, c'est clair. J'ai écrit pas mal sur un blog aussi, sur Skyrock à l'époque. Mais en gros, je disais sur un article que c'est pas tant la ceinture qui est importante quand tu vises à être champion du monde ou peu importe la médaille quand tu veux être champion olympique, c'est le chemin parcouru. C'est le chemin entre le premier jour où tu es parti, tu as ouvert les portes de la salle d'entraînement jusqu'à, tu vois. La finalité, en fait, et ça, tu t'en rends compte avec le recul, après avoir pris ta retraite, peut-être, mais c'est le chemin. Si je prends l'ensemble de mes 22 ans ou 23 ans de compétition, c'est pas le nombre de médailles que j'ai gagnées ou les ceintures, ou c'est pas ça qui est important, c'est le chemin parcouru, les voyages, les échanges, les combats, les dépassements de soi, tous ces choses-là qui font ma carrière. C'est ça le trophée en fait à la fin. C'est pas le nombre de ceintures que j'ai gagnées. Et là, tu t'en rends compte avec le recul, mais sur le moment, tu t'en rendais compte que non, dans le moment, tu penses qu'à la ceinture. Bah ouais, tu penses qu'à la ceinture, bien sûr. Mais du coup, est-ce que tu es dans un état... Est-ce que tu apprécies quand même tout ce qui se passe ou est-ce qu'il y a toujours une sorte d'insatisfaction Tu es toujours insatisfait. Ouais. T'es toujours... Parce que c'est un peu ma grosse question. C'est est-ce que tu peux... Vas-y, dis-moi peut-être. Pour moi, le performeur, celui qui cherche la performance, celui qui cherche l'objectif toujours plus loin, c'est un éternel insatisfait. Sinon, à la première ceinture, tu t'arrêtes. Au premier truc, t'arrêtes. Tu dis, ouais, c'est bon, j'ai fait ce que je voulais. Mais le mec qui va avoir une grosse carrière, qui va marquer les esprits, qui va faire en sorte vraiment de sortir du lot, c'est un perfectionniste insatisfait. C'est pas le mec, ouais, j'ai fait ci, bah c'est bon, tu vois. Un Conor McGregor, par exemple, et son coach le dit, c'est un mec qui a battu tous les records, Conor McGregor, en termes de spectateurs, en termes de pay-per-view, en termes il a fait le combat. C'est celui qui a fait un match d'anglaise contre Mayweather, c'est ça? Voilà. Conor McGregor, qui vient du MMA, ouais. Qui a fait un combat d'anglaise contre, pour moi, le meilleur boxeur de tous les temps, pour le match de boxe ayant gagné le plus d'argent de tous les temps. Alors que c'est même pas un boxeur. Je sais plus combien ils se sont fait payer pour... alors une estimation, mais je pense que Conor, il a dépassé le $1 million et Mayweather, il a dû prendre le double. Okay.
Et les 100 millions de dollars. Ah oui, ouais. 100 millions, ça me paraissait ouais. plus fait. Je faisais Non, bon non. et tout. Non, 100 millions de dollars Ouais, pour d'accord. Conor McGregor et Floyd Mayweather 200 millions. Donc c'est un mec. Ouais, tu disais son coach disait. Ouais, son coach disait en fait quand on lui a dit, posait la question, mais est-ce que du coup Conor McGregor est-ce qu'il va recombattre parce que là il vient de gagner 100 millions de dollars. Avec 100 millions de dollars, ses arrière petits enfants ils sont réglés. Il a fait non, je pense qu'il va continuer. Alors je peux pas être, je suis pas dans sa tête, je sais pas ce qu'il va faire, mais je pense qu'il va recombattre parce que il a besoin de ça. Et je pense qu'un grand champion, en fait, c'est le challenge qui le pousse vers l'avant, c'est justement le chemin parcouru. C'est pas tant l'objectif atteint ou pas, c'est le chemin parcouru qui le pousse. C'est le challenge, c'est le truc de devoir se dépasser, le truc de se poser une question à soi-même. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un état de semi-malheur permanent, tu vois, de doute ou de peur, en tout cas, de pas pouvoir te dépasser la prochaine fois ou de pas pouvoir faire mieux? Par Non, exemple, après, comment tu vis une défaite, par exemple, quand tu es un combattant? j'ai écrit là-dessus aussi, j'appelle ça une petite mort. C'est quand tu perds, et encore, ouais, quand tu perds, tu te rends compte qu'il y a une partie de toi que tu vas plus retrouver. Ça veut dire quoi? C'est dur à expliquer, mais euh, tu t'investis tellement dans une préparation de combat. Et encore une fois, tu vois, par exemple, tu fais un championnat du monde. Pour arriver à cet état, à ce stade-là de ta carrière, à faire un championnat du monde, tu as X combats, X préparation derrière, X heures passées à la salle pour devenir déjà, pour arriver à ce niveau-là, tu vois, de pouvoir faire un championnat du monde. Tu arrives au championnat du monde, tu as plusieurs mois de préparation, 2, 3 mois de préparation pour faire ton championnat du monde. Tu fais ton championnat du monde, toi, tu t'es construit une carapace, une armure de combat faite de confiance, faite d'un physique impeccable, de technique impeccable, une tactique et tout ça. Tu rentres dans le ring ou dans la cage avec cet état d'esprit. Et ton adversaire vient tout contrecarrer et tes rêves, tes ambitions, même ce que tu avais visualisé comme étant presque une science exacte, tout ça s'écroule et tu perds. Eh ben, il y a une partie de toi qui meurt à ce moment-là et que tu vas plus jamais retrouver. Il y a une partie de toi que, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais ça te fait tellement mal. C'est un mini décès. C'est un truc qui meurt à l'intérieur de toi. Et après, pour remonter en haut, tu vois, te reconstruire, psychologiquement surtout, c'est encore un travail de longue haleine. Il faut reprendre confiance en soi. Il faut revenir à ton état physique, à ton état psychologique surtout. Et puis, de nouveau, recombattre pour une ceinture de champion du monde, par exemple. Ouais, mais c'est ça, c'est beaucoup une histoire de mental. C'est 90%, ouais. Bah, 90% carrément, tu te dirais Ouais. ça. Comment tu le travailles le mental, même avec tes élèves, comment tu fais pour essayer de leur construire un mental en acier? Ne jamais se contenter de la zone de confort. Quand tu viens à la salle, ça doit être une bagarre tous les jours. Même si, peu importe qui est à la salle avec toi, c'est toi et toi-même, de toute façon. Peu importe tes coéquipiers, peu importe ton coach, peu importe qui partage la séance d'entraînement avec toi, de toi-même, tu dois te mettre dans le rouge. Tu dois te sortir de ta zone de confort. Ça doit piquer, ça doit faire mal, ça doit triturer l'esprit. Si, un exemple concret par rapport à ma discipline, si tu arrives à la salle et que ce jour-là, il n'y a pas le niveau en face de toi. Tu vois, tes coéquipiers, ils sont moins forts que toi, tu es le meilleur de ce jour-là. Il n'y a personne qui te met en difficulté. C'est à toi de te mettre en difficulté.
Si tu fais un sparring avec telle ou telle personne qui est beaucoup moins forte que toi, c'est à toi de te mettre en difficulté. Par exemple, si tu es gaucher, bah, tu te mets en droitier et vice-versa. Ou tu dis, bah voilà, j'ai pas le droit d'utiliser mon point fort. J'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit. Si j'ai un bon low kick, j'ai pas le droit au low kick. J'ai le droit qu'au high kick. Je dois travailler mon timing, je dois faire ci, je dois faire ça. S'il y a une distance dans laquelle on n'est pas fort, eh ben, je me mets dans cette distance. Et ainsi de suite. Et donc, quand on a l'habitude de sortir de sa zone de confort, on repousse tout le temps ses limites, en fait. On est toujours en train de... Par exemple, si le mec, il sait qu'il a le cardio et qui est un peu limite, eh ben c'est à lui d'aller sur la machine, l'elliptique, ou faire des sprints, ou machin, ou courir en pente et tout ça, pour être sûr d'être dans le rouge, tu vois, et de repousser sans cesse ses limites. Et puis ensuite, la zone rouge, il y a une semaine, eh ben, c'est la zone de confort d'aujourd'hui, et puis je repousse mes limites, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on forge son mental aussi. Surtout, tu vois, à force d'habituer son corps à la souffrance, à la douleur, à la fatigue, mais garder toujours cette détermination et cet objectif en vue, on endurcit son esprit. Et toi, tu es là pour faire en sorte d'être sûr qu'à chaque fois, ils essaient de sortir de leur zone de confort, c'est ça? Alors, j'essaye, mais surtout, je leur apprends que c'est à eux de le faire, c'est pas à moi. Parce que moi, encore une fois, je suis là 3 ou 4 heures dans leur journée, c'est à eux de le faire. C'est à eux de le faire. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir. C'est pas juste je vais à la salle et machin. C'est un état d'esprit. Je veux dire, donc les heures, c'est un prérequis, déjà aller à la salle. Ouais. Mais ensuite, c'est pas suffisant. Non seulement il y a les heures, mais en plus, il faut les faire. Il faut que ce soit des heures avec de l'intention, quoi, en quelque sorte. Regarde, je vais dire un truc. Moi, je suis là 3 ou 4 heures dans la journée pour mon sportif. Tu vois, lui, il veut aller à l'UFC. Ça veut dire que 20 heures de sa journée sont passées en dehors de la salle. Moi, je ne peux pas être sûr de ce qu'il fait. Si, par exemple, il a 2 séances d'entraînement à faire dans la journée, le mieux pour augmenter ses performances, pour être sûr qu'il soit performant, ça serait qu'il fasse une sieste l'après-midi d'1 heure. Voilà. Ça serait aussi qu'il mange correctement, qu'il ne mange pas du poulet frit, mais qu'il mange une petite salade avec du blanc de poulet, un truc moins sexy. Qui fasse attention aux heures de sommeil, qui fasse attention à son alimentation, à bien soigner ses blessures, ainsi de suite. C'est une vie qui est monotone, c'est une vie qui n'est pas forcément la plus excitante, qui peut être, surtout en période de préparation, rébarbative. Et à un moment donné, c'est pas la vie dont on rêve quand on veut être champion du monde. Quand on veut être champion du monde, on pense quoi? On pense les grosses voitures, l'argent, les gonzesses, les machins, les voyages, la notoriété et tout ça. On pense pas à la vie de moine que tu es obligé d'avoir. Tu comprends? Et donc, ça aussi, ça endurcit l'esprit. Ça aussi, ça endurcit l'esprit. Le fait d'être capable de serrer les dents et de dire c'est pas grave, ça va durer 10-15 ans. Et puis après, je vais pouvoir jouir de ce que j'aurais semé. Tu vois. Mais c'est dur de se dire ça. Donc, la plupart des gens veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent la vie faste, les machins, en plus d'être champion. L'un ne va pas avec l'autre. En fait, la vie de champion, et tu regardes, on en parlait tout à l'heure, un Conor McGregor ou un Floyd Mayweather, ils sont connus parce qu'ils ont des belles voitures, ils ont plein d'oseille, ils ont plein de ceci, ils ont plein de cela, et que c'est ça qu'ils mettent en avant. Mais 20 heures de leur journée, ils s'en battent les couilles des grosses Rolex qui valent $1 million, ou de leurs grosses voitures, ou leur je sais pas quoi. 20 heures par jour, ils pensent comme des champions. Ils pensent comme des champions. C'est-à-dire qu'en dehors de la salle, même s'il est au volant de sa Ferrari ou je sais pas quoi, il pense comme un champion.
Il pense, il est déterminé, il est focus, il a un objectif en tête. Je prends Floyd Mayweather, qui est humainement, pour moi, il est exécrable, tu vois, c'est vraiment pas le. Mais toute sa carrière, qui a duré très longtemps, le mec, il s'entraînait tous les jours. Il s'entraînait tous les jours. Quand il allait en vacances, il allait très peu de temps parce qu'il savait que les conditions optimum pour sa préparation, c'est d'être le plus proche de sa salle, de son entourage. Et quand il partait en vacances, il prenait son entourage avec lui. Je veux dire, c'est une vie qui, même si ce que lui il montre, c'est le bling-bling, c'est le côté fast avec les belles voitures et tout ça, il n'y a pas grand monde sur Terre qui aurait pu faire ce qu'il a fait sur la durée. Ouais, je lisais un truc sur Cristiano Ronaldo qui vient d'arriver à la Juventus, tu sais, Ouais. et avec des joueurs de la Juventus qui disaient c'est hallucinant parce que donc le mec il lâche pas 34, 35 Ouais. là. On arrive à l'entraînement, il est déjà là. Ouais. On part, il est C'est encore ça. là. Et c'est tous les jours comme Bien ça. sûr. Et les types, c'est pas des peintres, hein, c'est des joueurs de la Juventus. Bien Quoi. sûr. Et bah, Floyd Mayweather, c'est un mec, peu importe quel temps il fait. Bon, il vit à Vegas, donc ça va. Mais peu importe quel temps il fait, il va courir tous les jours. Parce qu'il sait que la base, déjà pour son art, c'est une condition physique. Son style, en plus, demande une condition physique hors pair. Donc, il va courir tous les jours, peu importe ce qu'il a, ce qui se passe, même s'il va en boîte à 4 heures du matin et tout. Il est connu pour courir la nuit. Et bah, il peut sortir en boîte, faire la fête et tout ça. Il boit pas une goutte d'alcool. Et Il boit pas d'alcool du tout. Et quand il sort de boîte, et bah, il y a son équipement dans la voiture. Il s'habille et il rentre en courant. Il fait son footing. Tu vois. Et ça, c'est des mecs qui sont. C'est pour ça c'est les meilleurs. Et j'en parlais encore tout à l'heure, mais Michael Jordan, c'est encore. Ou LeBron James, c'est des monstres de travail. Ils sont connus pour ça. Tu parlais de Cristiano Ronaldo, c'est pareil. C'est des monstres de travail. C'est des gens qui sont peut-être talentueux déjà à la base. Ils ont un peu de talent, ou pas du tout même. Ils ont du talent. Ils ont peut-être des prédispositions physiques, peut-être. Mais avant tout, c'est des monstres de détermination et de travail. Et aujourd'hui, notre société nous inculque tout le contraire. La télé-réalité. Tu vas ça a commencé il y a 15 ans ou 20 ans, tu rentres dans un château ou dans un loft ou je sais pas quoi, tu montes un nichon, un sgeg, tu fais 2-3 blagues, tu te bagarres, tu sors, t'es une célébrité. Et on a dit ça aux jeunes d'aujourd'hui pendant les 20 dernières années. T'as pas besoin de travailler dur. Tu montes ton cul sur Instagram ou tu fais un truc polémique et tu vas être connu. Et t'as pas besoin d'aller à l'école, t'as pas besoin d'apprendre à écrire correctement le français, t'as pas besoin de ça. Tu fais ça, tu fais un morceau de rap un peu nanani, tu te bagarres dans un aéroport et tu vas être connu. Donc, cette mentalité ambiante de récompense sans travail derrière, sans sacrifice, c'est ça qui règne aujourd'hui. C'est ça que les jeunes retiennent aujourd'hui. T'as pas besoin de travailler, tu peux quand même y arriver. Et c'est complètement à l'inverse des sports de combat et des arts martiaux. Dans les sports de combat, dans les arts martiaux, tu n'as pas de raccourci. Tu es obligé de t'entraîner comme un enfoiré pour y arriver. Ouais, mais c'est même de ça dont tu parlais, je crois. J'imagine que un centre d'entraînement, sport de combat, c'est une entreprise aussi, et qu'il doit y avoir énormément d'entreprises. En fait, si tu dis aux gens, chez moi, ça va être plus dur que chez les autres, tu as peut-être moins de clients, non? Exactement. À notre époque. Ouais, complètement. Et il y a un centre d'entraînement qui a fait parler de lui ces dernières années, où le mec, ou l'entraîneur, il a récupéré plein de sportifs qui avaient déjà performé dans d'autres équipes. Il les a récupérés en
leur faisant miroiter le rêve de l'UFC, de contrats juteux et tout ça. Et donc, il a récupéré tout un tas de personnes. Et encore une fois, c'est cette mentalité qui règne aujourd'hui, c'est-à-dire la facilité. L'entraîneur, plutôt que de former ses propres champions et d'avoir une vraie équipe, il préfère récupérer des trucs à droite à gauche et de fabriquer une équipe qui forcément est vouée à se disloquer, parce que une équipe, ça se construit c'est comme une plante. Tu vois, tu as une graine, tu plantes ta graine avec les bons ingrédients, les bons trucs, et avec du soleil, avec de l'eau et tout ça, et puis ça grossit, ça se fortifie, ça devient une bonne plante, bien saine, bien solide. Tu peux pas rapporter des trucs, des éléments à droite et à gauche et espérer avoir une plante qui va durer. Et aujourd'hui, cette mentalité d'avoir tout de suite tout, tu vois, avec de la médiatisation, en jouant sur les réseaux sociaux, en jouant avec ça marche pas. C'est à court terme. Ça marche à court terme. À moyen, à long terme, ça marche pas. Surtout dans notre domaine, c'est-à-dire les sports de combat, les arts martiaux, où encore une fois, tout est construit sur la durée. Tu vois, les raccourcis, ça n'existe pas dans notre discipline. Et ceux qui pensent que ça existe, à un moment donné, il y a la chute. À un moment donné, ils sont devant la réalité. Donc, tu vois, moi, j'ai une équipe qui existe depuis 1999. Qui s'appelle la Snake Team. Voilà, la Snake Team. On n'en a pas parlé, mais il faut le dire. Voilà, donc c'est mon équipe de combattants, et pas que de combattants, hein, c'est essentiellement des pratiquants loisirs. Et on existe depuis 99. On est reconnu mondialement. On est l'équipe française qui a rapporté le plus de victoires à haut niveau. C'est celle qui s'exporte le mieux aussi à l'étranger. Mais c'est un truc qui a été construit depuis 1999. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas arrivé comme ça. En tant que coach, moi j'ai appris au fur et à mesure, avec l'expérience, avec les études aussi. Après, avec des expériences à l'étranger, en échangeant, j'ai été aussi entraîneur dans une grosse équipe californienne. J'ai entraîné des grands champions. Et donc, c'est la somme de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours là. On a toujours des performances, on a toujours des sportifs de haut niveau. Le discours que j'ai depuis tout à l'heure sur l'entourage, par exemple, ben ça, on n'apprend pas ça dans le livre d'école. On apprend avec de l'expérience. Et il y a 20 ans d'expérience derrière, en tant que coach, qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'avoir ce discours-là. En parlant de l'entourage, en parlant de la détermination, en parlant des zones de confort, de repousser ses limites. Toutes ces choses-là, ce n'est pas des choses qu'on apprend dans des livres. On est obligé de le vivre. D'ailleurs, tu disais que quand tu subis une... Alors toi, tu as comment on dit en français, un track record, mais assez bon finalement. En UFC, déjà, tu avais fait... En UFC, je crois que tu as des contrats de 4 matchs au départ, c'est ça? Ouais. Et toi, tu as fait 2 contrats en gros, en quelque sorte, c'est ça? Ouais, j'ai fait 2 contrats. Et tu as fait, je crois, 4 victoires, 4 défaites? Ouais. Alors, c'est pas une carrière... si on prend comme ça brut de décoffrage, c'est pas une carrière très élogieuse. Il faut savoir aussi que j'ai signé à 37 ans, donc j'étais pire qu'en fin de carrière, parce que normalement à 37 ans t'es déjà retraité. Mais c'est surtout à un moment j'ai signé au moment où ma motivation me faisait le plus gros défaut. Et comme j'en parlais tout à l'heure, la motivation, si tu n'as pas de motivation, la détermination, elle va forcément... Ça, tu le sentais sur le moment? Ouais, complètement. Déjà? Ouais. Et tu n'avais pas un petit truc qui te disait ça va moins bien se passer du coup ou... Bah forcément, il y a ton esprit cartésien qui te dit, voilà, si tu as des problèmes de motivation et de détermination, arriver à ce niveau-là de la compétition, ça va être chaud. Mais en même temps, il y a
il y a aussi le côté revanchard, déterminé, qui dit vas-y, tu vas pas raccrocher maintenant, tu vas continuer. Tu as fait tout ça pour en arriver là, c'est maintenant. Donc le premier combat s'est très bien passé parce que j'atteins un de mes objectifs, c'est-à-dire signer à l'UFC, même si c'est tard. Mais j'atteins un des objectifs que j'avais depuis toujours presque, même si c'est tard. Et je me dis, vas-y, tu vas tout défoncer. Donc, on me donne le numéro 10 mondial. Je me dis, voilà, c'est une parfaite occasion pour montrer ton réel niveau et que tu as le niveau pour être parmi les top mondiaux. Donc, je le mets KO en 2 minutes et quelques. Et je me dis, forcément, j'ai battu le numéro 2 mondial en 2 minutes, le numéro 10 mondial en 2 minutes. On va me donner, je sais pas moi, le numéro 8 ou le numéro 6, peu importe. Et c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, parce que bon, l'UFC, c'est une machine commerciale avant tout, et que faire la promotion d'un illustre inconnu français, c'est pas forcément le top sur un marché américain, tu vois. Donc on m'a donné quelqu'un qui était inconnu au bataillon et qui était pas même pas bien classé mondialement, tu vois. Et quand j'ai vu, quand je me suis renseigné, j'ai vu les combats du mec. Je voyais que le mec il était très fort et que du coup je me suis retrouvé à 37 ans à combattre un illustre inconnu qui était potentiellement très dangereux, qui allait rien m'apporter si je le battais et qui allait casser mes rêves de ceinture si je perdais. Donc là, je t'avoue que ça a mis un gros coup dans mon moral et puis à ma détermination, et forcément j'ai perdu. Et bon, après, le mec en question, c'est Alexander Gustafsson, donc c'est un des meilleurs, encore, je crois qu'il est numéro 1 mondial, après le champion. Donc voilà, c'était quelqu'un qui était voué à devenir qui est voué encore aujourd'hui à devenir champion, mais à l'époque, c'était un illustre inconnu qui allait rien m'apporter si je le battais, et qui allait casser mes rêves de tout si je perdais. Donc je t'avoue que à ce moment-là dans ma carrière, ça m'a vraiment. Ouais, parce que tout à l'heure, tu disais que quand tu perds, c'est un mini décès un peu. Ouais. Et je me demandais, est-ce qu'en fait, tu as une quantité limitée défaites. d'énergie ou de défaites que tu peux avoir, et qu'à un Ouais. moment, juste, tu n'as plus l'énergie de revenir encore, c'est ça? Ouais, il y a de ça aussi. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile de revenir d'une défaite. Et d'une défaite cuisante, c'est encore plus le cas, tu vois. Quand tu aspires à être champion, j'en parle souvent aussi, la perception de soi. La perception de soi quand tu es combattant, c'est tout, en fait. Si tu te vois en tant que potentiel champion du monde ou futur champion du monde, eh ben, ça te donne de l'énergie, ça te donne de la détermination, ça aide à aller vers ton objectif. C'est un carburant, tu vois. La visualisation, ça en fait partie. La visualisation, avant d'être champion du monde, tu te vois déjà en tant que champion du monde. Donc la perception de soi, elle est vachement importante, tu vois. Mais quand tu te fais défoncer devant des millions de personnes, euh, ton ego, ton amour-propre, ta confiance en soi, en toi, je veux dire, tout ça, on prend un coup dans la gueule, tu vois. Donc c'est vachement difficile après de se reconstruire et puis redorer son blason et puis de nouveau avoir une perception de soi qui est positive, qui est brillante, tu vois. Et comment est-ce que tu sais à un moment que tu veux arrêter? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu n'as plus Là. l'énergie ou c'est... Alors, ma carrière UFC, elle a été surtout pour moi, ma carrière UFC, sur 8 combats, ça a été un combat perpétuel avec moi-même. Se remotiver pour aller à la salle. Euh, faire en sorte de redorer son blason, de soigner la perception que j'avais de moi-même. D'essayer
gonfler mon ego, tu vois. Ça a été vraiment ça pendant les 8 combats. Ça a été vraiment un travail difficile où j'ai essayé de reprendre confiance, de me remotiver, de gonfler ma détermination. Ça a été vraiment difficile à ce niveau-là. Après, les adversaires, j'ai perdu à l'UFC face à des mecs qui étaient pas aussi forts que moi. Après, Gustafsson, oui, il était fort. Donc, j'ai eu aussi des mecs qui étaient sur mon chemin. Je ne sais pas si au top niveau, j'aurais pu les battre. Hein, Gustafsson, je pense qu'il n'était pas aussi bon qu'il est maintenant. Je pense que ça aurait pu donner autre chose. Ça aurait pu donner autre chose. Mais après, contre Perroche, par exemple, ouais, j'ai perdu contre un mec qui était pas aussi bon que moi. La préparation que j'avais faite pour lui, elle était pas au top. Enfin, voilà, c'est vachement aussi de ma faute, ces défaites. C'est uniquement de ma faute d'ailleurs. Parce que la détermination, la motivation n'étaient pas au rendez-vous et que comme je parlais tout à l'heure de stabilité, de stabilité dans la détermination, dans l'intensité avec laquelle tu t'entraînes. Il ne faut pas que ça soit des hauts et des bas. Ouais. Tu vois, il faut que ça soit constant tout le temps. Et quand tu arrives à 37 ans et que ça fait 20 ans que tu combats déjà, c'est dur de maintenir cette stabilité au niveau de l'intention, de la détermination, de la motivation, tu vois. Tout à l'heure, tu disais travailler long terme et quand tu arrêtes, potentiellement profiter des fruits de tout ce que tu as construit. Ouais. Est-ce que là, tu as l'impression du coup de profiter des fruits de ce que tu as construit ou... Bah ouais, complètement. La preuve, tu es en train de m'interviewer pour un podcast. Si j'étais resté champion d'Île-de-France de kickboxing en 1991, on n'aurait pas cette conversation aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la chance de voyager partout dans le monde. J'ai la chance de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés. J'ai la chance d'avoir une équipe de sportifs et de pratiquants loisirs qui me suivent, qui m'admirent et qui me voient comme un exemple. C'est de la richesse tout ça, tu vois. Alors effectivement, je suis pas millionnaire, je suis pas Conor McGregor, mais j'ai la chance d'être entre guillemets quelqu'un, tu vois, qui a un passé, qui a fait quelque chose. Et ça, ça n'a pas de prix. Tu vois, quand je vois encore aujourd'hui, même si j'ai pris ma carrière, j'ai pris ma retraite, je veux dire, il y a 4-5 ans, 4 ans. Hier encore, il y a quelqu'un que j'ai croisé dans la rue, qui est venu me voir, qui m'est venu me serrer la main et qui m'a dit Cyril, j'apprécie vachement ce que tu as fait et tout ça, tu es un grand champion. Ça fait plaisir. Donc, ça me réconforte aussi dans ce que j'ai fait. Attention, j'ai des fans, les fans qui viennent me voir et qui sont là parce que je suis combattant, machin. C'est pas tant ça qui fait plaisir, c'est la reconnaissance d'une carrière, d'un passé, des gens qui sont conscients que ce que j'ai traversé, tu vois, ce que j'ai fait, les sacrifices. C'est pas donné à tout le monde. En même temps, c'est donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde parce que peu de gens réalisent à quel point leurs rêves sont accessibles. Tu vois, je pense que moi j'ai eu cette chance-là très tôt. Il y a une part c'est mon caractère aussi, mais il y a une part de moi qui est vachement têtu, vachement borné, et j'avais cet objectif-là en tête, j'avais ce rêve qui était en tête, et je voulais absolument y arriver. Tu vois, la plupart des gens pensent que leur rêve est pratiquement inaccessible. Tu vois, et encore une fois, je fais la part des choses entre le rêve de notoriété, parce que là, les réseaux sociaux le prouvent encore. N'importe qui aujourd'hui peut être célèbre, mais je parle d'un vrai rêve. Moi, je te parle
d'un truc où tu as travaillé, ou par exemple, tu es champion olympique, bah voilà, peu importe qui t'es sur les réseaux sociaux, si tu n'as pas fait le taf, tu seras jamais champion olympique. Euh, donc voilà, je te parle de rêves comme ça. Mais aujourd'hui, ouais, les gens, c'est aussi pour ça que les réseaux sociaux ont tellement d'importance dans la vie d'aujourd'hui, c'est que les gens s'aperçoivent à quel point c'est dur d'arriver à un objectif euh, avec du travail. Donc, ils préfèrent cette satisfaction éphémère et superficielle que sont les réseaux sociaux. Tu vois, ils préfèrent. Tu vas sur Instagram, par exemple, tu as des milliers et des milliers de, entre guillemets, mannequins, modèles, fitness coach, champions. Tu en as des milliers. Et je te parle de milliers en France. Tu vois, il y a que ça. Il y a des gens qui sont là et qui ont des centaines de milliers de followers, qui sont contents. Il y en a même, ça va même plus loin. Il y a même des gens qui achètent des followers. C'est, D'ailleurs, je parlais de cette équipe Ouais. d'arts martiaux, machin. Et ben le coach principal, il s'est acheté des milliers de followers. On est aujourd'hui, on est dans cet état d'esprit. On veut la reconnaissance tout de suite, sans le travail, sans avoir fourni un travail adéquat. Et, et, euh, et, euh, et je pense que à un moment donné, euh, la carrière d'un sportif de haut niveau, il faut qu'il revienne aux bases. Ouais, c'est applicable à tout, même, hein, j'ai Ouais, l'impression. ouais, possible. À toutes les entreprises sérieuses, quoi, disons. Vraiment. Ouais. C'est un truc que tu essayes de transmettre à tes enfants, du coup, ça? Alors, ils sont Ils sont petits vachement jeunes, encore, ouais, ouais. ils sont petits, donc pour eux, Instagram, c'est des images, tu vois, c'est des images sur la tablette. Ouais, mais tôt ou tard, Ouais, ils vont aussi se dire, moi, peut-être qu'eux aussi, ils vont se dire, moi aussi, je veux être connu vite avec Instagram et pas. alors, c'est clair que je vais être là pour essayer de leur faire comprendre que c'est pas ça la vie. Instagram, Facebook. Attention, je vais pas cracher dans la soupe, hein. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur tous les réseaux sociaux, mais je sais à quoi ils me servent. Pour moi, Facebook, c'est un endroit où j'échange des idées. J'adore débattre. Je casse les couilles à tout le monde. Euh, mais en aucun cas, Facebook, c'est mon objectif. Je veux pas être une star de Facebook ou d'Instagram. C'est pas mon objectif. C'est un bonus. Si dans ma vie réelle, on va dire, je réussis mon pari, c'est-à-dire à être le meilleur coach, ou si après je vais dans le cinéma à être le meilleur acteur ou pas. Les réseaux sociaux, ça va être un bonus par rapport à ça. Ça va pas être l'outil de ma réussite. Ben, merci beaucoup, Eh Cyril ben, merci à Diabaté, toi. d'être venu sur Nouvelle École. Où est-ce qu'on envoie virtuellement ou dire physiquement les gens qui écoutent l'épisode et qui veulent, je sais pas, en savoir plus sur toi ou peut-être même s'entraîner avec toi parce que Alors, l'école de la Snake Team, c'est à Épinay-sur-Seine. Je cherche actuellement aussi des partenaires pour ouvrir une école ou en proche banlieue ou sur Paris. Donc, on est à Épinay-sur-Seine, au Fitness Park. donc s'il y a des gens qui écoutent et qui peuvent être intéressés pour t'aider, Ah oui, bah je ouais, leur dis de bien sûr. t'écrire. Ils t'écrivent où sur Instagram ou Ouais, sur Instagram ou sur Facebook, ils vont me trouver assez facilement. Et puis voilà, donc ouais, s'il y a un message à laisser à ceux qui écoutent et qui ont des rêves et tout ça, c'est de croire en soi, de rester déterminé parce que voilà, c'est qu'une question de détermination. C'est qu'une question. Et tu m'as dit, tu étais surpris tout à l'heure quand je t'ai dit c'est 90% mental. C'est uniquement, ouais, c'est vraiment ça, c'est 90% mental. C'est comment tu comment établis ton état d'esprit pour qu'il soit le plus performant possible pour atteindre ton objectif. Le talent, c'est vraiment secondaire.
J'ai eu des élèves qui ont été au très très haut niveau, qui ont été champions du monde parce qu'ils étaient déterminés, pas parce qu'ils étaient talentueux. Et on peut dire que la détermination, c'est une forme de talent, mais c'est un talent qui se travaille aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez rejoindre cette communauté et soutenir Nouvelle École à partir de 2 € par mois, soit un café par mois en allant sur patreon.com/Nouvelle École Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien manquer des actualités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Nouvelle École. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.